Monsieur Blot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député du Pas-de-Calais, ancien député européen. Vous êtes aujourd'hui professeur d'université de Nice, à la faculté de Nice, ainsi qu'à l'Institut catholique de Rennes, et vous présidez une association qui se nomme Agir pour la démocratie directe. Oui. Pouvez-vous nous présenter cette association, son but, car vous avez effectivement une position assez originale, on va dire iconoclaste aujourd'hui, sur le principe démocratique. Oui, j'ai créé cette association il y a 2 ans à peu près, pour la promotion du référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire du référendum déclenché par les citoyens eux-mêmes, comme ça existe déjà dans d'autres pays, notamment en Suisse. C'est surtout en Suisse que c'est très connu, bien sûr. C'est dans la ligne de ce que pensait le général de Gaulle après la guerre. Il a fait beaucoup de discours sur ce sujet. Il disait que pour qu'il y ait démocratie, il faut consulter le peuple directement, parce que les représentants du peuple ne représentent pas toujours très bien. Et donc il faut compléter le Parlement par des référendums. Donc, alors cette idée-là, j'ai essayé de la propager par différents moyens. Tout d'abord au niveau des parlementaires, puisque je suis moi-même ancien député, donc je suis allé voir mes collègues. Et avec, à l'époque, Christian Vannès, qui maintenant n'est plus député, mais on avait réussi à avoir une centaine de signatures, à l'UMP essentiellement. Hein. C'était l'aile droite, on pourrait dire, de l'UMP qui avait signé principalement. On leur avait fait signer une proposition de loi qui changeait la Constitution et qui permettait de faire des référendums déclenchés par des pétitions de citoyens, comme ça se passe en Suisse. Et puis alors par ailleurs, j'ai voulu que les jeunes générations connaissent ce système de démocratie directe, parce qu'en France personne n'en parle jamais, c'est un silence total. Et donc j'ai réussi à faire créer des cours en 4e année d'université. Et pour l'instant, effectivement, j'enseigne la démocratie directe donc à Rennes et à Nice, avec des perspectives sur 2 autres universités. Donc petit à petit, on arrive à introduire la matière, je dirais, dans le cursus universitaire. Et par ailleurs, il y a des conférences mensuelles que je donne sur différents sujets de politique générale, disons, mais souvent en référence avec la démocratie directe. Voilà à peu près quelles sont les activités principales de l'association. Donc des conférences, des cours à l'université, mais ça c'est à titre personnel, c'est pas l'association elle-même qui fait les cours évidemment. Et puis du lobbying auprès des parlementaires, auprès de l'Assemblée nationale essentiellement, et puis auprès des élus locaux aussi, parce que les maires pourraient aussi faire des référendums dans leur commune. On pourrait faire des référendums dans les régions, ça peut se faire à tous les niveaux. Ça. Alors l'idée générale, c'est effectivement que les représentants jouent leur rôle bien sûr, mais les représentants, c'est-à-dire les députés, les conseillers municipaux, enfin les élus jouent leur rôle, mais que souvent ils s'écartent des souhaits de leurs électeurs, pour toute une série de raisons qu'on pourra développer si vous le souhaitez. Et donc il est bon de la remettre dans le droit chemin, si je puis dire, en autorisant la possibilité de faire des référendums. Alors des référendums soit déclenchés par le président de la République, ça c'était la doctrine du général de Gaulle qui fonctionne toujours en France, sauf que les présidents aujourd'hui n'ont plus envie beaucoup d'utiliser cet instrument. C'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout depuis l'échec de Jacques Chirac, par exemple, qui a voulu faire approuver le traité européen par référendum, et puis il s'est retrouvé avec 53% de non. Ça, il n'avait pas prévu. Bon. Donc ça refroidit les ardeurs. Et puis, en dehors de ça, vous avez les référendums d'initiative populaire, c'est déclenché par une pétition de gens. Alors, en Suisse, par exemple, 50 000 personnes, ils peuvent faire une pétition, s'ils sont 50 000, ça déclenche automatiquement un référendum pour annuler une loi qui a été votée par le Parlement. Donc c'est un frein, c'est un système qui permet de ne pas mettre en œuvre une loi que les gens ne souhaitent pas, finalement, et que les députés ont fait de leur côté. Et puis alors il y a un autre instrument qui va avec, c'est le moteur cette fois. Il y a le frein et le moteur. Le moteur, c'est l'initiative populaire, c'est-à-dire, alors en Suisse, il faut 100 000 personnes, et 100 000 personnes peuvent demander qu'on fasse une loi sur un sujet sur lequel on n'a jamais fait de loi jusqu'à présent. Et ils se plaignent que les hommes politiques ne s'intéressent pas au sujet. Alors c'est souvent l'immigration qui a fait l'objet d'initiatives, mais pas forcément, ça peut être d'autres sujets. Hein. Ça peut être la fiscalité, ça peut être d'autres sujets, bien sûr. Et là, c'est pareil, au bout d'1 an, en général, on fait un référendum 1 an plus tard, et les gens disent s'ils sont pour, s'ils sont contre. Alors ça, c'est vraiment la vraie démocratie, parce que les gens peuvent vraiment donner leur avis. Alors c'est vrai que l'actualité aujourd'hui nous amène justement à ce mariage pour tous que le gouvernement tente d'imposer, et même impose, puisqu'il sera décidé aujourd'hui et voté à l'Assemblée nationale. Il y a eu une manifestation qui a rassemblé plus d'1 million de personnes à Paris. Il y a aujourd'hui devant l'Assemblée nationale un regroupement de ces personnes aussi, et une autre manifestation qui aura lieu au mois de mars. Et étrangement, les gens se rappellent de ce droit de référendum justement, et ils font référence, et le réclament. N'est-ce pas le constat d'une certaine manière que le pouvoir censé appartenir au peuple commence à lui échapper,
une réaction peut-être pour retrouver ce sens du bien commun, contrairement aux droits des minorités ou contrairement aux droits de certains groupes plus ou moins bien organisés? Je crois que dans tous les pays d'Europe occidentale, d'une façon générale, le problème se pose, plus ou moins, particulièrement en France, c'est vrai, mais il se pose un peu dans tous les pays occidentaux, et il y a un malaise de l'opinion publique à l'égard du système politique. En France, par exemple, c'est frappant, vous avez des études du CNRS qui montrent que 90% des Français ont confiance dans l'armée, par exemple. Bon, l'armée française a visiblement une bonne presse, même si elle est critiquée par ailleurs. Mais même, vous avez 80% de citoyens qui ont confiance dans la police, quand même, en France, malgré les critiques qui portent sur la police. Bon. Mais par contre, vous n'avez que 30% de gens qui ont confiance dans le Parlement, alors que le Parlement est élu, ça paraît quand même curieux. C'est pareil pour les médias, d'ailleurs, le taux de confiance est de 30%, et le pire, c'est les partis politiques, 18% de confiance. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Je peux vous assurer qu'en Allemagne, les chiffres sont les mêmes. Bon, le climat politique est plus calme, apparemment, mais les gens n'ont pas confiance dans le système politique. En Italie, j'en parle pas, mais en Allemagne et en Italie, justement, à cause de ça, depuis plusieurs années, ils ont introduit le référendum d'initiative populaire. Il y a 2 ans, par exemple, M. Berlusconi a voulu faire voter une loi qui faisait qu'en tant que Premier ministre, plus aucun tribunal ne pourrait le juger. Bon, c'est quand même un peu abusif, il faut reconnaître. Et comme en Italie, ils ont ce système de référendum d'initiative populaire, il y a 500 000 personnes qui ont signé une pétition en disant qu'il faut casser cette loi, c'est une loi indigne, c'est pas normal que le Premier ministre ne puisse pas passer devant les tribunaux s'il fait des choses malfaisantes. Et Berlusconi s'est dit, bon, ça ira parce que le référendum aura lieu au mois d'août. Au mois d'août, les gens sont en vacances. Et en Italie, il y a une règle qui fait qu'il faut que 50% de gens votent. Si 50% de gens ne votent pas, le référendum tombe à l'eau, ça ne sert à rien. Mais là, il n'a pas eu de chance, les gens ont voté. Et à 80% à peu près, ils ont voté pour la destruction de cette loi. Donc vous voyez, en Italie, il y a déjà un mécanisme correctif. En Allemagne, il y a la même chose, mais uniquement au niveau local. En France, il n'y a rien. Donc on est en retard sur nos voisins, je dirais même, dans ce domaine-là. Et donc, je pense que, alors là, le mariage pour tous, c'est une occasion, effectivement, de réclamer l'utilité d'un référendum. Mais ce que peuvent faire simplement les citoyens, c'est demander au président de la République, François Hollande, de faire un référendum, puisque c'est lui qui tient dans ses mains l'arme du référendum. S'il ne veut pas le faire, ben, on ne peut pas faire grand-chose pour l'obliger. Hein. On peut faire, bien sûr, des manifestations, etc., essayer de l'influencer. Mais s'il ne veut pas, ben, il n'y aura jamais de référendum. Alors que si on était dans des pays comme la Suisse, aux États-Unis ou en Italie, eh bien là, les citoyens pourraient déclencher automatiquement le référendum, que ça plaise au président ou pas. Alors c'est évidemment très différent. Donc c'est plus le fait du roi qu'une véritable volonté populaire à ce moment-là. Ah ben, chez nous, oui, c'était voulu comme ça au départ, et pour l'instant, alors vous savez qu'en 2008, M. Sarkozy a modifié la Constitution, et il a dit qu'il faut introduire un petit peu cette idée d'initiative populaire, un référendum qui viendrait de la base, qui viendrait du peuple. Bon, c'est une bonne intention. Et donc il a modifié l'article 11 de la Constitution, mais on a mis de telles conditions, les fonctionnaires qui ont rédigé ça ont mis de telles conditions que ça ne peut pas fonctionner pratiquement, parce qu'il faut 3,5 millions de signatures, ce qui est beaucoup trop. En Italie, par exemple, on exige 500 000 signatures. Bon, c'est quand même nettement moins. En plus, on exige qu'il y ait 180 députés qui signent aussi la pétition. Alors les députés obéissent à leur parti. Si le parti ne veut pas, ils ne signeront pas. Donc il y a peu de chances que ça se déclenche. Et même en admettant que ça se déclenche, qu'on obtienne 180 députés, admettons que maintenant on ait 180 députés et 3 millions de signatures contre le mariage pour tous. Bon, ça pourrait arriver. Enfin, ça me paraît difficile. Mais enfin, admettons que ça se fasse. À ce moment-là, de deux choses l'une, soit le texte de la pétition est soumis à l'Assemblée nationale et elle l'étudie, dans ce cas-là il n'y a pas de référendum, soit elle ne l'étudie pas, mais je ne vois pas pourquoi elle ne l'étudierait pas. Et à ce moment-là, si elle ne l'étudie pas, le président de la République peut convoquer un référendum. Donc c'est complètement verrouillé, enfin pour dire les choses, pour l'instant c'est verrouillé. Alors nous on réclame un changement de la Constitution, une modification de l'article 11, pour que ce ne soit plus verrouillé, pour que les gens puissent vraiment déclencher des référendums s'ils en ont envie. Donc on ne peut pas faire plus démocrate, si je puis dire, que la position qui est la nôtre, hein, ça c'est sûr. On oppose souvent l'argument, enfin les détracteurs du référendum opposent souvent l'argument de la taille du pays et de l'importance de la population pour l'application effective d'un référendum d'initiative populaire. Qu'en pensez-vous ? Ben, je pense qu'ils connaissent mal le sujet ou qu'ils ont des informations qui datent, parce que depuis 1970, l'Italie pratique le référendum d'initiative populaire. Alors, l'Italie a quand même 58 millions d'habitants, c'est pas très loin de la France, hein. Donc on peut dire que c'est un petit pays, parce que les gens pensent toujours à la Suisse, bien sûr, et au Liechtenstein, qui est encore plus petit. Mais l'Italie, c'est quand même un pays assez grand. Ensuite, vous avez l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est vrai que ça n'existe pas au niveau fédéral, mais ça existe dans tous les länders allemands. Le référendum d'initiative populaire, ça existe dans les communes allemandes. Donc c'est quand même très répandu. Et aux États-Unis, vous avez la moitié des États, parce que c'est un État fédéral, la moitié des États qui pratiquent le référendum d'initiative populaire. Et alors le plus grand de ces États le pratique, c'est la Californie, qui a presque 40 millions d'habitants. 40 millions d'habitants, ça ne peut pas dire que c'est un tout petit État. Donc vous avez déjà des grands États qui pratiquent ça.
aujourd'hui. Oui, le système démocratique français, en fin de compte, aujourd'hui, est un système parlementaire représentatif. En théorie. En théorie. Alors justement, est-ce que ce ne serait pas en soi aujourd'hui devenu une dictature des partis? Écoutez, moi je dirais que c'est une oligarchie. On n'est pas vraiment en démocratie, on est en oligarchie. C'est ce que disait déjà le général de Gaulle après la guerre. Hein. C'est pas une analyse, c'est très original finalement. Pourquoi c'est une oligarchie? Moi j'ai été 15 ans député, donc je peux vous dire comment ça fonctionne. Quand vous êtes député, vous recevez des ordres du gouvernement qui va vous dire, vous avez si vous êtes membre de la majorité bien sûr, votez ceci, votez cela. Donc vous recevez des ordres par téléphone, jamais par écrit, parce que si vous receviez un ordre par écrit, ce serait violer la soi-disant séparation des pouvoirs. Mais dans le système tel qu'il fonctionne, le député, il est membre d'un parti, il suit le chef du parti. Le chef du parti, en général, il est Premier ministre ou Président de la République. Donc ça veut dire que les députés obéissent au gouvernement. Ils obéissent au gouvernement. Ça, c'est un premier point déjà. Ensuite, dans les faits, les textes de loi sont préparés par des fonctionnaires, les ministres ont à peine le temps de les voir, les députés ne sont pas toujours très compétents pour juger de la qualité du texte. Et ce qui fait qu'en fait, ceux qui maîtrisent le processus législatif, ce sont les hauts fonctionnaires. J'ai même un cas de figure, alors que je cite parce qu'il est frappant. Quand j'étais député, j'ai voulu faire un amendement sur un projet de loi du gouvernement. Mon amendement, c'était de baisser les droits de succession sur les petites entreprises. Et tout le monde était d'accord, y compris le ministre qui était chargé de ça, qui s'appelait M. Chavannes. Et donc je me souviendrai toujours, en séance de nuit, on était en train de voter ce texte de loi. On va arriver à mon amendement là, qui baissait les droits de succession sur les petites entreprises. À ce moment-là, il y a un bonhomme qui rentre dans la salle, il se précipite sur le ministre Chavannes et lui dit « Monsieur le ministre, c'est inadmissible, je vous interdis de mettre à l'ordre du jour cet amendement, je vous interdis de le faire voter par les députés. Et je constate que vous ne maîtrisez pas vos députés, vous ne les tenez pas. Et on s'en souviendra au prochain Conseil des ministres, la semaine prochaine, car le ministre des Finances est furieux contre vous. » Et là-dessus, il ressort, comme il était venu. Alors moi, je suis sidéré. Et je dis au ministre, enfin, monsieur le ministre, on va faire ce qu'on avait dit, on va voter cet amendement, on verra bien, mais enfin, on va le voter. Il me dit, ah non, monsieur Bush, je ne peux pas, j'ai reçu des ordres, vous avez vu, j'ai reçu des ordres, et on ne peut donc pas voter cet amendement, ça n'est absolument pas possible. Donc, alors je vous dis maintenant qui était le petit bonhomme, c'était le directeur de cabinet du ministre des Finances, qui était un haut fonctionnaire, qui n'avait jamais été élu, qui n'avait pas le moindre mandat politique, c'était pas du tout un homme politique, et lui, il avait le pouvoir d'engueuler le ministre, si je puis dire, c'est comme ça que ça s'est passé, et puis il avait le pouvoir aussi de se moquer des députés, parce que dire devant un ministre, devant les députés, vous ne tenez pas vos députés, qu'est-ce que c'est que ce langage? Enfin, c'est à la limite presque un langage de voyou. Hein. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que la hiérarchie n'était pas ce qu'on croyait, et que c'était bien plus important d'être directeur de cabinet d'un ministre que d'être député. Et je le constate encore aujourd'hui, parce que maintenant je travaille dans la haute fonction publique, ces dernières années, j'ai eu beaucoup plus d'influence sur le gouvernement que lorsque j'étais député. Autrement dit, les députés ont un rôle très 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 réduit. Ils sont les représentants du peuple parce qu'ils sont élus par le peuple, mais ce n'est pas eux vraiment qui décident de la politique qu'on mène. Parce qu'ils obéissent à leur chef de parti, puis ils obéissent à l'administration. En plus, vous avez l'influence du patronat, des syndicats, des médias qui vient intervenir sur les projets de loi, sur la rédaction des projets de loi, et ce sont tous ces gens-là qui en fait décident des projets de loi. C'est pour ça que je dis que c'est une oligarchie finalement qui gouverne, que ce n'est pas vraiment une démocratie. Quand on dit que le régime est représentatif, en théorie oui, il l'est, bien sûr, mais en pratique non. En pratique, le régime n'est pas le reflet de ce que veulent vraiment les gens. Vous développiez justement une idée qu'il y avait deux catégories de citoyens, des citoyens passifs, donc la population qui est amenée qu'à voter, qui a choisi en fait des candidats prédésignés par ces partis pour éventuellement remplir justement cette mission de formalisation des décisions venant peut-être d'autres décideurs, et des citoyens actifs, donc c'est ce auquel vous faites mention j'imagine, qui eux décident véritablement de l'avenir du pays. Alors oui, on peut dire ça, puisque vous savez, les citoyens qui, une fois qu'ils ont élu quelqu'un, pendant 5 ans ne peuvent plus rien faire finalement, ils peuvent protester dans la rue s'ils veulent, d'accord, c'est vrai, enfin, c'est limité. Et puis vous avez les citoyens qui ont la possibilité de rédiger les textes des lois, de les faire appliquer, etc. Ça c'est bon, les hommes politiques, les dirigeants des partis politiques, disons, et puis les hauts fonctionnaires qui sont derrière eux. Ce sont des gens qui gouvernent effectivement. Mais en Suisse, par exemple, c'est complètement différent. En Suisse, une loi peut toujours être cassée par le peuple. Le peuple peut toujours faire une pétition contre une loi, ensuite faire un référendum, et à ce moment-là, il casse la loi. Donc le peuple est vraiment souverain en Suisse. Les gens peuvent vraiment participer à la rédaction des lois. En Californie aussi.
Chez nous, on ne peut pas participer à la rédaction des lois. C'est un gros défaut, c'est que ça veut dire que le monopole de rédaction des lois est dans les mains des hauts fonctionnaires, qui ont sans doute des qualités. Enfin, j'en suis un, je ne vais pas systématiquement dire du mal de mes collègues, mais ils sont peut-être bons techniquement, si vous voulez, mais ils ont une vision forcément partiale de la réalité, parce qu'ils vivent un peu surprotégés, on pourrait dire. Dans un pays comme aux États-Unis, dans les États de l'Ouest, où ça se pratique, les citoyens peuvent décider de lancer une loi sur un sujet qui les intéresse beaucoup, par exemple pour faire baisser les impôts. Et à ce moment-là, il faut bien que quelqu'un rédige les textes de loi. Vous me direz, c'est du droit. Alors, le citoyen de base ne peut pas rédiger un texte de loi technique. Mais c'est pas grave, ils vont voir des cabinets d'avocats. Les cabinets d'avocats rédigent les textes de loi pour eux. Ce qui veut dire qu'aux États-Unis ou en Suisse, vous avez une concurrence entre les cabinets d'avocats qui rédigent des textes de loi pour les citoyens, et puis les hauts fonctionnaires qui rédigent des textes de loi pour les hommes politiques. Donc vous avez une concurrence entre les juristes privés, que sont les avocats, et les juristes fonctionnaires, qui sont ceux qui travaillent pour les hommes politiques. Et je crois que la concurrence est très bonne, parce que ça permet de voir des points de vue différents, etc. Et donc on a des lois, à mon avis, de meilleure qualité. Donc chez nous, c'est le monopole. Si vous n'êtes pas sorti de l'ENA, vous ne pouvez pas rédiger une loi. Ça revient à peu près à ça. C'est le monopole. Le monopole, c'est jamais très bon. Donc, en gros, si je comprends bien, ce système estime que le citoyen français peut s'exprimer, mais n'a pas vocation à participer à la vie politique française. Non, il n'y a pas de participation. Je reprends un mot d'ailleurs que De Gaulle utilisait en disant la grande réforme de l'avenir, ça sera de mettre en place la participation du citoyen. C'est un peu ça que ça voulait dire, c'est que quand on fait des référendums, les gens participent vraiment, ils peuvent voter. Alors ils ne votent pas évidemment toujours dans le sens du gouvernement, mais le gouvernement fait avec, c'est ce qui se passe. Par exemple, les citoyens suisses ont toujours refusé d'appartenir à l'Union européenne. C'est pour ça que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Mais les gouvernements, lui, depuis des années, ils souhaitent entrer dans l'Union européenne. Et c'est les citoyens qui ne veulent pas. Mais quand vous voyez le résultat de tout ça, c'est que la Suisse est 2 fois plus riche que nous, c'est qu'ils ne font pas partie de l'euro, ils ont une monnaie parfaitement saine, ils ne sont pas endettés, ils ont des impôts beaucoup plus bas que nous. On peut se demander si c'est pas le peuple qui a eu raison, finalement. S'ils étaient entrés dans l'Union européenne, est-ce qu'ils auraient autant d'avantages Enfin, en tout cas, c'est pas prouvé. Et donc, je pense que les choix de la population sur ce genre de grands choix sont souvent motivés par le bon sens. Et n'est-il pas justement une forme de trahison à ce moment-là de la souveraineté populaire, puisque justement en 2005 le peuple s'est exprimé à travers un référendum concernant l'Europe, le traité européen, qui l'a repoussé, qui par contre a été avalisé par la suite justement au niveau parlementaire et imposé à la population. C'est choquant, il faut bien reconnaître, c'est quand même tout à fait anormal. C'est presque un viol de l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple par la voie de ses représentants ou par la voie du référendum. Alors, profiter effectivement d'une majorité parlementaire pour casser la décision d'un référendum, c'est vrai que sur le plan des méthodes politiques, c'est quand même très choquant. Mais en France, on n'est tellement pas habitué à ça, on est tellement habitué à vivre comme des sujets, finalement, d'une administration, et pas comme des citoyens libres, que finalement, il y a eu des protestations, mais surtout de la part de juristes, de gens qui suivent un peu les choses de près. Le gros de la population est resté passif, faute d'information et faute de civisme suffisant, de formation civique suffisante, je dirais. Mais dans ce cas-là, comme dans d'autres pays justement européens, où le même procédé a eu lieu, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que les élus sont encore représentatifs de la volonté populaire? Alors ça, c'est un vrai problème, parce que ça pose le problème de la loi électorale. Si la loi électorale est mal faite, ou si elle est biaisée, disons, par les chefs des partis politiques, vous avez des grands courants entiers qui ne seront pas représentés au Parlement. Bon, on peut penser ce qu'on veut du Front National, on peut être pour, on peut être contre, ça c'est une question. Est-ce qu'il est normal que 18% de la population, c'est à peu près ce qu'ils font, et 2 députés à l'Assemblée nationale? Non, c'est pas normal. Donc, ouais, déjà, là, il y a un premier problème. Bon. Ensuite, le deuxième problème, c'est le recrutement par les partis politiques. Bon, aujourd'hui, quand vous faites de la politique, c'est vrai que vous mettez en cause un peu votre vie professionnelle. Résultat, autrefois, c'était moins vrai. Résultat, la moitié des députés sont fonctionnaires. Bon, est-ce que c'est normal que la moitié des représentants du peuple soient des fonctionnaires? Les fonctionnaires ne représentent pas la moitié de la population française. Donc, il y a une composition socio-professionnelle qui n'est pas bonne. En Suisse, vous avez des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise qui sont députés. Chez nous, non. Il faut dire que chez eux, c'est très différent parce que ce n'est pas une profession. Quand vous êtes député suisse, vous n'êtes pas payé. Ça, c'est une chose qui peut beaucoup surprendre, mais vous n'êtes pas payé. On vous rembourse simplement vos frais. Donc, il faut avoir un métier à côté. Et donc, les députés suisses ont tous un métier à côté, ce qui fait qu'ils vivent dans la vie active, dans la vie concrète. Ils savent les problèmes de fin de mois que peuvent connaître les citoyens à la base. Tandis que quand vous êtes député en France, vous êtes très bien payé, et donc vous êtes une espèce de super fonctionnaire protégé.
je crois que cette situation privilégiée fait que vous avez tendance, c'est plus facile à ce moment-là de ne pas comprendre les problèmes des Français à la base. Donc voilà, donc on a un système qui est vraiment très vicié de ce point de vue-là. Peut-on considérer que l'État, d'une certaine manière, est distinct de la société aujourd'hui ou pas? Ah oui, ça c'est certain. L'État aujourd'hui en France est très distinct de la société parce que sur un certain nombre de sujets, les décisions prises par l'État ne correspondent pas à ce que souhaitent vraiment les citoyens. C'est vrai surtout dans les matières d'insécurité, les matières d'immigration, mais même sur d'autres sujets. En matière fiscale, est-ce que les citoyens souhaitent vraiment la politique fiscale qui est menée? L'endettement de la France, ça a été fait par les hommes politiques et les fonctionnaires, ça n'a pas été fait par les citoyens. Donc il y a beaucoup, à mon avis, de désaccords, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui sont très méfiants à l'égard de ce qu'on appelle la classe politique. Le simple fait, d'ailleurs, qu'on utilise ce mot, la classe politique, veut dire qu'il y a plusieurs classes en France, et que la classe politique ne représente pas le reste de la France, sinon on ne parlerait pas de classe politique. Hein. Mais encore une fois, c'est un problème assez ancien, puisque De Gaulle l'avait très très bien vu, mais il était à peu près le seul à l'avoir vu après la guerre. Nos voisins ont connu le même problème, et je vous dis, les Allemands ont modifié leur constitution, les Italiens ont modifié leur constitution. En Amérique, la moitié des États pratiquent la démocratie directe. Ce sont des États, on s'est dit, la population n'a plus confiance dans les représentants, donc il faut rétablir cette confiance, et pour ça, il faut que les représentants puissent donner de temps en temps leur avis, puissent décider des lois eux-mêmes, et donc il faut des référendums. Mais il faut qu'ils puissent décider eux-mêmes de faire des référendums, il ne faut pas que ce soit verrouillé par un chef d'État. Donc, je dirais, par rapport à d'autres pays occidentaux, on est un peu en retard dans ce domaine-là. Mais on voit bien le mécontentement des Français dans bien des domaines. Et si on a une crise économique qui se surajoute là-dessus, le mécontentement risque de prendre des proportions tout à fait considérables. Je pense que ça sera très difficile pour le gouvernement de maintenir son autorité. Vous parliez de classe politique, est-ce qu'on n'aurait pas aussi affaire à une caste, à proprement parler, justement? Alors on pourrait dire cela, maintenant quelle est la différence entre une caste et une classe? La cooptation peut-être, ou l'idée... Alors la cooptation, je vais dire quand même un mot, parce qu'effectivement c'est une chose aussi importante, c'est comment on choisit les hommes politiques. Les Français se plaignent souvent beaucoup de leurs hommes politiques, il n'y a pas que les Français. Je me souviens que le président Sarkozy se plaignait toujours d'être entouré, c'est lui qui disait, il disait, je suis entouré de médiocres. Mais c'est de la faute à qui, si je puis dire? Je ne dis pas que c'est de la faute à lui, mais c'est de la faute aux partis politiques, parce que dans les partis politiques, on a pris l'habitude de coopter les gens qu'on va présenter aux élections. Alors vous voulez être député, je ne sais pas, de Lyon par exemple, eh bien c'est le parti qui va dire si il vous choisit ou si vous ne choisit pas. Si vous ne choisissez pas, vous n'aurez pas l'étiquette du parti. Si vous n'avez pas l'étiquette du parti, vous n'êtes pas élu, hein, ça c'est très clair. Parce que dans toutes les démocraties occidentales modernes, aujourd'hui, c'est toujours comme ça, hein, c'est l'étiquette, les gens votent pour les étiquettes. Et moi je me souviens d'une réunion, alors j'ai levé pas un petit secret, mais enfin une chose peu connue. Quand j'étais au RPR, à l'état-major du RPR, le parti gaulliste à l'époque, il y a de nombreuses années, je faisais partie de la commission qui désignait les candidats, présidée par Jacques Chirac en personne. Et un jour, Jacques Chirac nous convoque et il dit c'est très simple, c'est une réunion qui va être très courte, il s'agit de désigner le futur maire de Lyon. Parce que d'après les sondages, on va gagner, ce n'est pas les socialistes, ça sera nous, le RPR, et donc on va désigner le maire de Lyon. En définitive, c'est les électeurs qui vont voter, d'accord, mais enfin, en choisissant notre candidat va gagner. Alors on a deux candidats possibles, dit Chirac. D'après les sondages, on a deux personnes possibles, une personnalité locale qui s'appelle Mérieux, c'est un industriel local très connu, qui est très riche, dit Chirac, ce qui est d'ailleurs un gros inconvénient, parce que riche, ça veut dire qu'il est très indépendant, il ne nous obéira pas toujours. Et puis on a notre compagnon Michel Noir, que nous connaissons bien, qui est un militant du parti, qui lui n'est pas très riche, donc il sera plus docile, il obéira mieux. Et puis là-dessus, Chirac ajoute, en plus, Mérieux, vous savez, je le connais, il est dynamique, ce type est intelligent, s'il devient maire de Lyon, il ne va pas vouloir en rester là, parce qu'en politique, l'appétit vient en mangeant. S'il est maire de Lyon, il va vouloir devenir président de la République. Je vais me retrouver avec un candidat contre moi aux prochaines élections présidentielles. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Michel Noir, on le connaît, son intelligence, et là il regarde le plafond, il dit, bon oui, on la connaît, et à ce moment-là, il est coupé dans son envol par Charles Pasqua, qui faisait partie aussi de cette commission, qui était le président des sénateurs, du groupe sénatorial RPR, et Pasqua dit, Jacques Chirac, on t'a compris, pour la mairie de Lyon, il nous faut un moteur de 2 chevaux dans une carrosserie de Mercedes. Et ça, c'est Michel Noir. Et il a donc été désigné. C'est-à-dire, on l'a désigné, pourquoi? Parce que presque officiellement, on a dit c'est le plus bête. Donc comme c'est le plus bête, on vote pour lui. C'est Clémenceau d'ailleurs qui disait ça toujours parce qu'il détestait les présidents de la République. Il disait aux présidents de la République, moi je vote toujours pour le plus bête, parce que c'est le moins dangereux. Ça, c'est pas toujours vrai. Mais si vous voulez, bon, c'est une anecdote, mais c'est un truc vécu. Hein, je l'ai vécu, cette histoire-là. Et si vous voulez, les partis politiques en général essayent d'éviter les gens qui ont trop de caractère, qui sont trop intelligents, qui ont trop d'argent, qui peuvent désobéir, si vous voulez, à la direction du parti finalement. Donc on préfère avoir des gens relativement médiocres, pas trop brillants, qui surtout sont très obéissants, qui n'ont pas trop d'indépendance de caractère. Et à force de faire cette sélection-là,
au bout de quelques années, après il ne faut pas s'étonner d'avoir une classe politique qui n'est pas d'un très très bon niveau. Et alors là, je n'hésite pas à dire, moi-même qui ai été 15 ans parlementaire, que la classe politique française aujourd'hui, en moyenne, parce qu'il y a des gens très brillants, il y en a bien sûr, mais en moyenne, elle n'est pas d'un très très bon niveau. À mon avis, elle est d'un niveau très inférieur à la haute fonction publique, ou même au monde des affaires, des grands avocats, des grands professeurs d'université, etc., qui en général, d'ailleurs, eux ne veulent pas faire de politique. Vous avez employé, je crois, tout à l'heure le mot d'oligarchie, concernant la caste ou la classe, justement, politique française. Vous aviez précisé une définition d'Aristote qui me paraissait assez judicieuse, qui était que l'oligarchie, c'était une aristocratie, mais sans la morale, et sans le souci du bien commun. Alors justement, que reste-t-il aujourd'hui du bien commun face à des intérêts plus particuliers et assez organisés? C'est le problème, c'est que les intérêts organisés, en général, l'emportent, la plupart du temps. C'est pour ça d'ailleurs que je préconise des référendums, parce que ça permettrait de redonner la priorité à l'intérêt général, parce que là tout le monde s'exprime, donc les intérêts organisés ne peuvent plus jouer leur rôle. Je vais même aller un petit peu plus loin que votre question, en évoquant une question un peu taboue, mais les journaux en parlent, en ce moment, ils viennent d'en parler encore récemment, c'est le problème de la corruption. La corruption des hommes politiques, c'est quelque chose qui existe. Je ne dis pas que ça touche tout le monde, mais ça touche un certain nombre. Quand vous êtes maire d'une grande ville, par exemple, vous avez des gros budgets, et vous pouvez être tenté, effectivement, de favoriser un entrepreneur qui veut construire des tours dans votre ville, par exemple, et qui vous refilera un petit avantage au passage. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Ce serait scandaleux de dire que ça n'existe pas. Je ne généralise pas non plus, je cite personne en particulier, mais c'est ce qu'on appelle la corruption politique. Il y a des pays où c'est plus étendu que chez nous, peut-être l'Italie c'est probablement plus grave. Enfin, chez nous ça existe quand même. Là, évidemment, le maire, il peut toujours, évidemment, corrompre quelques-uns de ses élus au conseil municipal pour assurer que ce fameux projet va passer, qui lui permet de gagner de l'argent, illégalement. Mais si un référendum, si on peut faire un référendum comme en Suisse, un référendum, il peut casser complètement le projet. Et l'entrepreneur qui a envie de corrompre l'homme politique, il ne peut pas corrompre tous les électeurs. Donc c'est un instrument anticorruption très efficace, le référendum. Donc, je pense qu'effectivement, l'intérêt général, pour qu'il soit protégé, le référendum est un bon moyen de protéger la défense de l'intérêt général. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est dans le recrutement des hommes politiques, je crois qu'il faudrait modifier ce recrutement. Alors, je ne sais pas comment on pourrait le faire, je ne dis pas que ce serait très facile, mais je pense qu'il y a certaines professions où le sens de l'intérêt général est quand même plus grand qu'en moyenne. Sans vouloir dire du mal des autres professions, mais je pense que quelqu'un qui est policier dans l'anti-gang et qui lutte contre le trafic de drogue, que quelqu'un qui est dans les commandos dans l'armée, que quelqu'un qui est aussi prêtre et qui s'occupe des pauvres, je pense que ces gens-là ont quand même un sens de l'intérêt général très grand, sinon ils ne feraient pas ça. Moi je trouve que ce serait très bien d'avoir des gens de cette trempe-là, de ces qualités morales-là, qui feraient de la politique. Il faudrait en introduire dans la classe politique, ce serait une bonne chose. Alors maintenant, il faut que les partis acceptent. Oui, c'est certain. Nous avons fait un constat des dysfonctionnements de la démocratie française, et on a l'impression que la démocratie au Parlement européen amplifie, on va dire, ces problèmes, avec ses groupes de pression, avec ses commissaires non élus qui orientent plus ou moins la politique, mais toujours sous le couvert de l'idéologie des droits de l'homme, qui en souhaite un principe évidemment intéressant. N'est-il pas plutôt utilisé à des fins politiques, stratégiques? Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, les droits de l'homme servent presque de cadre religieux, je dirais, au système politique occidental. Et les droits de l'homme ont des mérites, mais ont aussi des inconvénients. Bon, les mérites, c'est que ce sont en principe des libertés fondamentales qu'il faut protéger. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais dans les droits de l'homme, on introduit une notion égalitaire aussi, sur laquelle tout le monde doit être traité exactement de la même manière. Et dès lors que vous ne traitez pas tout le monde exactement de la même manière, c'est considéré comme une discrimination, donc une atteinte aux droits de l'homme. Alors, avec ce genre de raisonnement, je crois que l'égalité, c'est un argument extrêmement dangereux pour détruire les libertés. Il n'y a pas de plus formidable dynamite pour casser les libertés que d'invoquer tout le temps l'égalité. Alors, je vais prendre un exemple. En 1969, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie par une femme qui s'appelle Madame Lauzi, qui se plaint qu'il y ait des crucifix dans les salles de classe italiennes. Bon, mais il y a toujours eu des crucifix dans les salles de classe italiennes depuis toujours. Bon. Donc c'est presque une tradition nationale, je dirais. Et elle dit, moi je suis athée, je ne veux pas que mes enfants soient dans une salle où il y a un crucifix, et puis c'est une forme de discrimination à l'égard des gens qui ne sont pas catholiques.
je veux qu'on enlève ces crucifix. La Cour européenne des droits de l'homme prend un jugement, arrête un jugement, et dit effectivement c'est discriminatoire, il faut que l'Italie retire tous les crucifix des salles de classe. Mais alors là, ils se sont heurtés à une indignation populaire dans toute l'Italie. Le gouvernement, voyant cette indignation, est obligé de suivre sa population. Et donc lui aussi, il dit que c'est scandaleux, qu'on veut imposer à l'Italie une dictature finalement, que c'est contraire aux sentiments des Italiens, qu'on ne peut pas faire ça. Et ils vont en appel. C'est-à-dire, on va faire un jugement en appel, donc ils attaquent la Cour européenne des droits de l'homme en disant on n'est pas d'accord avec ce jugement, donc on va en appel. Et à ce moment-là, un certain nombre de pays soutiennent l'Italie. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir que les seuls pays qui ont soutenu l'Italie sont les pays de l'Est. Les pays occidentaux n'ont pas du tout soutenu l'Italie. Mais enfin, il y a plusieurs pays, donc, dont la Russie, je crois d'ailleurs, qui soutiennent l'Italie dans sa démarche. Alors là, la Cour européenne des droits de l'homme se sent très gênée. Les juges sont gênés parce qu'ils voient qu'il y a quand même toute une opinion publique contre eux, qu'il y a plusieurs États qui soutiennent l'Italie, une dizaine d'États, je crois, sur les 30 que doivent composer le Conseil de l'Europe. Et donc 2 ans plus tard, ils refont un autre jugement dans le sens inverse en disant non, on s'est trompé en première instance. Finalement, après tout, il n'y a pas de discrimination, on peut tout à fait laisser les crucifix dans des écoles publiques, ça n'atteint personne dans ses libertés, les gens pensent ce qu'ils veulent en dehors de ça, ça fait partie des traditions historiques d'un pays, et donc voilà. Ça veut dire que le même tribunal fait 2 jugements différents à 2 ans de distance en fonction des pressions politiques des gouvernements et de l'opinion. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tribunal comme ça? Je veux dire, est-ce qu'on peut avoir confiance dans un tribunal de ce genre? Moi je ne pense pas, hein, ça pose vraiment un véritable problème. Donc voilà un exemple, si vous voulez, où en fait la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme finissait par heurter la démocratie italienne dans ses sentiments chrétiens qui sont majoritaires. Bon, et puis personne en Italie, sauf quelques personnes isolées, avait demandé cette mesure excessive qui était demandée par la Cour. Donc c'est un exemple. Alors j'ai un exemple encore pire, si je puis dire, où les droits de l'homme se retournent contre les droits de l'homme, si je puis dire. C'est un exemple en Hollande, moi, qui m'avait beaucoup choqué. Il y a une femme, une députée hollandaise, mais qui est d'origine somalienne, qui s'appelle Hirsi Ali, qui a fait un film critiquant l'islam. Avec Theo Van Gogh qui a été assassiné à l'islam. Voilà, Theo Van Gogh était assassiné, elle n'est pas assassinée, mais elle reçoit des menaces de mort. Résultat, on met un quart de police en bas de chez elle en permanence, et des surveillants en permanence. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ses voisins disent « Mais c'est insupportable, à cause de cette femme, on est menacé, il peut y avoir un attentat dans l'immeuble. Ensuite, on a un quart de police en bas de chez nous, c'est une atteinte aux droits de l'homme, parce qu'on a le droit d'être dans un appartement sans avoir des flics en bas. Donc, on demande le respect de nos droits de l'homme de propriétaire, et on ne veut pas que cette situation dure. » Le tribunal répond, le tribunal de l'Haye répond « Bah oui, c'est vrai, cette pauvre femme, finalement, enfin non, ces pauvres voisins perdent effectivement la jouissance de leur propriété à cause de tout ça, et donc le tribunal ordonne l'expulsion de cette femme de son appartement. C'est quand même extraordinaire. Voilà quelqu'un qui fait un film courageux, on peut me prendre d'accord, c'est pas le problème, mais fait un film courageux, elle est menacée de mort, on lui met une protection, et elle est chassée de son appartement. Au nom des droits de l'homme. Donc c'est là où on voit le vice du système. C'est qu'au nom des droits de l'homme, on finit par persécuter quelqu'un. C'est-à-dire c'est les droits de l'homme qui sont censés protéger la dignité humaine, qui se retournent contre la dignité humaine. Donc il faut faire extrêmement attention, je crois, à cette notion de droit de l'homme. Il ne faut pas en faire un absolu. Les droits de l'homme, c'est valable si ça sert à protéger les libertés, mais ça ne peut pas être un critère absolu pour les jugements. Sinon, on aboutit à des excès de ce genre. Mais on observe justement un problème de définition, vous dites vous-même, de notion de droit de l'homme, et surtout d'application. Alors, qui détient la bonne application? Puisque les nations occidentales, comme vous mentionnez, ont une interprétation assez originale, on va dire, dans certains cas, à la fois locale et internationale. On peut le voir avec la Syrie, on peut le voir auprès d'autres pays, justement. Qu'en pensez-vous? Le problème des droits de l'homme, c'est que ce sont des déclarations très floues. Et donc, celui qui est chargé de les interpréter est le maître des droits de l'homme, en fait. Le juge, par exemple, est considéré comme gardien des droits de l'homme. En réalité, comme il interprète les droits de l'homme comme il veut, il n'est pas le gardien des droits de l'homme, mais il devient le maître des droits de l'homme. Et c'est là justement où il y a une dérive qui se crée et qui devient parfaitement abusive. Alors, il est certain qu'un État très puissant peut utiliser l'argument des droits de l'homme pour intervenir militairement contre un autre État qui est plus petit. Bon. Et là, on voit bien, là aussi, au niveau international, les difficultés que ça peut poser. Je crois qu'il faut absolument... C'est un rapport de force, en fait, alors. En fait, ce sont les rapports de force qui prédominent dans la définition, à proprement parler. Avec une hypocrisie totale. C'est pour ça d'ailleurs que les Suisses, moi je fais assez confiance en eux, parce que c'est une grande expérience historique. Les Suisses sont des vrais démocrates, ça on ne peut pas dire le contraire. Et les Suisses n'ont jamais voulu avoir de Cour suprême. C'est à cause de ça, parce qu'ils pensent qu'une Cour suprême volerait la souveraineté aux citoyens.
en interprétant la Constitution un peu n'importe comment, quoi, finalement. Donc ils disent que la vraie Cour suprême, c'est le peuple lui-même. Il n'y a pas besoin d'une Cour suprême au-dessus qui va interpréter les choses de façon tordue. Et je dois dire que les expériences historiques qu'on a de Cour suprême, y compris celle des États-Unis, puisque c'est un peu les Américains qui ont entraîné cette mode de mettre des Cours suprêmes partout, y compris des tribunaux internationaux, etc., la Cour suprême américaine n'a pas à se féliciter de toute sa jurisprudence passée. Alors, il y a une affaire que j'aime bien raconter parce qu'elle est emblématique, si vous voulez, même si elle est un peu ancienne, je le reconnais, puisqu'elle date de 1857, c'est l'arrêt de Dred Scott. Dred Scott était un esclave dans le Missouri. Le Missouri décide de supprimer l'esclavage, donc il se dit, ça y est, je suis libre. Et son propriétaire dit quoi? C'est pas vrai, on a violé mon droit de propriété sur mon esclave, et donc il se plaint aux tribunaux, et puis il perd dans les différents tribunaux locaux. Et il va à la Cour suprême. Et là, la Cour suprême rend un arrêt le 6 mars 1857 qui laisse évidemment un peu pantois, où la Cour suprême dit que le droit de propriété c'est un droit de l'homme essentiel, et que le droit de propriété sur les esclaves, évidemment, fait partie du droit de propriété. Et donc le Congrès de Missouri, le Parlement de Missouri n'avait pas le droit de supprimer l'esclavage, parce que supprimant l'esclavage, on attaquait un droit de l'homme essentiel qui est le droit de la propriété. Et donc M. Dred Scott s'est retrouvé esclave, au nom des droits de l'homme. Bon, évidemment, aujourd'hui, la Cour suprême ne ferait sans doute pas ça. Enfin, elle l'a fait dans le passé. Donc, qu'est-ce qui vous garantit, n'est-ce pas, que des juges vont se comporter de façon toujours convenable à l'égard de la démocratie? Il faut que les juges eux-mêmes, quelque part, puissent être limités dans leur pouvoir. Et en fait, le dernier recours qu'on a pour protéger les libertés démocratiques, c'est le peuple lui-même, il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas demander à un petit groupe d'hommes, quelle que soit leur qualité, de se substituer au peuple. Dès qu'on fait ça, on sort du cadre de la démocratie, c'est tout. Alors maintenant, on peut préférer un régime non démocratique. Hein. Alors il faut le justifier, là. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Les droits de l'homme, ce n'est pas forcément la garantie de la démocratie, c'est ça que je veux dire. Alors, est-ce que le suffrage universel, prenons comme ça un cas éventuellement de celui en étudiant, est-ce que le suffrage universel est en soi la panacée? Démocratique, s'entend. Oui, la panacée, il n'y a pas de panacée, parce qu'on a affaire à des êtres humains. Simplement, le suffrage universel a un avantage, c'est que tout le monde peut s'exprimer, et les gens s'expriment en fonction de leur expérience vécue, de leur vécu. Donc ils introduisent dans les mécanismes de décision, les élus, les citoyens, introduisent dans les mécanismes de décision des informations qui viennent de leur vie quotidienne. Et c'est pour ça que le référendum, à mon avis, donne toujours d'assez bons résultats, parce que les gens dans leur vie quotidienne, ils voient bien ce qui va mal. Bon, alors la presse leur dit peut-être le contraire, les partis politiques disent ce qu'ils veulent, mais les gens, ils voient bien ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que parfois, effectivement, les référendums donnent des résultats très surprenants pour la classe politique qui ne se rendaient pas compte de la situation dans laquelle étaient les gens à la base. Alors, on l'a vu avec beaucoup de référendums fiscaux aux États-Unis qui ont abouti à une baisse des impôts très importante, à un tel point que des études universitaires ont pu prouver que là où il y a des référendums, les impôts sont 30% plus bas que là où il n'y a pas de référendum. Et moi, je le vois bien parce que j'étais député. Quand j'étais député, on me demandait de voter des hausses d'impôts. À titre personnel, moi, ça ne me gênait pas beaucoup. Moi, j'avais mon salaire de député. Bon, si on augmentait les impôts, peut-être que ça augmenterait un petit peu mon impôt, encore que ce n'est pas évident, parce que les députés ont presque toujours un régime fiscal dérogatoire, ce qui en soi est d'ailleurs très critiquable. Mais par contre, les impôts que j'ai votés, par exemple, peut-être qu'ils ne me touchent pas du tout en tant que député, comme un impôt sur les bénéfices des petites entreprises, l'impôt sur les droits de succession sur les commerces, mais ça frappe de plein fouet les professions concernées. Alors, en tant que député, moi ça ne me gêne pas, j'obéis à mon parti qui m'a dit de voter ça, mais les gens, eux, ils en prennent plein la figure. Par contre, s'il y a un référendum fiscal, ils peuvent quand même donner leur avis. Donc les résultats, évidemment, ne sont pas les mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une confiance totale dans les représentants. Mais c'est pareil, je dirais, dans les entreprises privées, hein, c'est un peu la même chose. Lorsque le propriétaire est propriétaire de son entreprise, il ne fait pas n'importe quoi. Parce que c'est son argent, donc il est prudent. Il est responsable aussi. Il est responsable, bah oui. Tandis que si vous avez un manager, hein, un gestionnaire qui a été nommé à la tête d'une entreprise, lui, ce qu'il veut, c'est avoir le plus d'argent possible pendant qu'il est là. Puis après, il dit, après, on va sans doute me chasser, je vais m'en aller, j'irai ailleurs, etc. Et en attendant, il coule l'entreprise parce que c'est pas son problème. À long terme, c'est pas son problème. Donc, il faut toujours se méfier des gérants nommés pour un certain temps qui ne sont pas propriétaires parce que ils travaillent avec l'argent des autres. Alors, les élus, c'est exactement ça. Quand on vous dit, cet élu est généreux, il a augmenté le SMIC. Mais il est généreux avec l'argent de qui ? Il n'est pas généreux avec son argent, c'est scandaleux de dire ça, il n'y a aucune générosité de sa part. L'individu en question, il a voté ce qu'on lui a demandé de voter, peut-être pour avoir une meilleure carrière politique, je ne vois vraiment pas où est la générosité. Donc il y a vraiment une imposture à ce niveau-là, qui est assez scandaleuse et qui, à mon avis, il faut dénoncer. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle le politiquement incorrect,
Mais dans la mesure où la politique n'est plus démocratique, ben, il faut peut-être être un peu incorrect. Alors, le politiquement correct, justement, est une arme qui est assez souvent utilisée, et même, je dirais, de plus en plus, pour imposer une vision des droits de l'homme, une vision de la démocratie, qui est toujours à sens unique, d'ailleurs, qui a un modèle assez anglo-saxon, Oui. déjà, même historiquement parlant. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, on va dire, le politiquement correct comme le nouveau goulag de la pensée? Oui, si vous voulez, c'est effectivement c'est une atteinte aux libertés, en tout cas. C'est une atteinte aux libertés. Et dire qu'il y a des choses politiquement correctes, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire, et ça veut dire, à contrario, que ce qui est politiquement incorrect n'a pas le droit de s'exprimer. Donc c'est une forme de dictature, c'est vrai, c'est une dictature soft, mais c'est une dictature. Mais en Occident, c'est tout le problème. D'ailleurs, on n'a pas de dictature au sens dur du terme, comme on a pu en avoir autrefois dans les pays de l'Est, dans les régimes fascistes, non. Mais on a une dictature molle. Et il y en a un qui l'avait très très bien vu, et c'est un expert en dictature, hein, c'est un grand dissident russe qui s'appelait Alexandre Solzhenitsyn. Il a été expulsé donc, du RSS à cause de ses convictions. Il s'est réfugié en Occident. Il a d'abord été en Suisse, alors ça lui a beaucoup plu. Puis après, il est parti aux États-Unis, ça lui a moins plu. Enfin, il est parti habiter là-bas. Et il a dit, c'est terrible l'Occident parce que je pensais que c'était la liberté. Et je constate que c'est pas la liberté, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire, en Russie, on vous dit, arrêtez d'écrire des écrits qui ne sont pas communistes. Bon. En Occident, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas dans la ligne, vous ne trouverez pas d'éditeur, vous ne trouverez pas d'interview, les télévisions ne parleront jamais de vous, etc. Donc vous êtes réduit au silence à peu près comme dans le système communiste, mais de façon plus vicieuse, mais de façon plus intelligente peut-être, mais ça revient au même. Il n'y a plus de mesures de rétorsion comme l'emprisonnement ou éventuellement faire la psychiatrique, il peut y avoir une perte d'emploi, une persécution sociale ou juridique. Et quand il a commencé à dire ça, évidemment, il a commencé à être critiqué systématiquement en Occident. Il dit qu'est-ce que c'est que ce type, c'est pas un vrai libéral, c'est pas un vrai démocrate, etc. Alors qu'au contraire, justement, il défendait la liberté. Bukowski aussi, justement, a fait part d'une réflexion assez originale concernant le fait qu'il avait vécu quelque part notre futur. En gros, son message était que nous étions en train de vivre une soviétisation de l'instance européenne. Est-ce que les droits de l'homme, qui sont quand même justement le moteur central, une fois de plus, de ce progrès que l'on nous impose d'une certaine manière, ne devient pas dogmatique au point justement de nous empêcher d'avoir une participation effective à notre quotidien et surtout à notre futur? Oui, c'est vrai, on peut dire ça, il y a une sorte de soviétisation. D'ailleurs, vous avez quelqu'un d'autre qui l'a dit, c'était l'ancien président de la République tchèque, Václav Klaus, qui était mal vu à cause de ça, parce qu'il avait un langage très franc. Et je me souviens d'une scène où Václav Klaus est dans son bureau au palais de Prague, et il reçoit une délégation de députés européens qui viennent l'engueuler parce qu'on considère qu'il n'est pas assez européen, qu'il ne veut pas entrer dans l'euro, par exemple. Il y a des drapeaux, je crois, européens. Non, pas des drapeaux européens, je crois, mais des drapeaux... Il avait refusé que le drapeau européen soit mis sur le château de Prague. Et Cohn-Bendit, qui dirigeait cette délégation, donc bien connu de l'extrême gauche, au Parlement européen, Cohn-Bendit lui dit Monsieur le Président, j'espère que vous mettrez un drapeau sur ce château, parce que c'est scandaleux, n'est-ce pas, que ce drapeau ne soit pas installé. Klaus lui dit, enfin, je fais encore ce que je veux dans mon pays, je suis président de mon pays, qui est censé être souverain, et les ordres que vous me dites, ça me rappelle parfaitement des ordres que j'ai eus il y a une vingtaine d'années, à l'époque soviétique. Vous vous comportez exactement de la même manière que les soviétiques à l'époque. Vous n'êtes pas différents. Alors, comme Bénédicte était foudrage quand il dit ça, évidemment, mais Klaus, il savait de quoi il parlait, parce que lui, il avait vécu sous la dictature, donc il voyait bien qu'on voulait lui imposer une nouvelle forme de dictature, mais qui ne disait pas son nom, certes. Et M. Cohn-Bendit a déclaré justement dans une définition qu'il avait très personnelle de la démocratie, que la démocratie a pour mission de protéger les minorités. Qu'en pensez-vous? Je dirais que la démocratie a comme mission, entre autres, de protéger, je dirais, tous les citoyens, qu'ils soient minoritaires ou qu'ils soient majoritaires. Et on peut brimer des minorités, c'est vrai, et c'est regrettable, mais on peut aussi brimer des majorités. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Occident, dans bien des cas, c'est plutôt la majorité qui est brimée. En matière de criminalité, de trafic de drogue, de meurtre, de choses de ce genre, c'est pas spécialement des minorités qui sont brimées, c'est plutôt la majorité des citoyens qui, lorsqu'elle habite dans des quartiers malfamés, disons, subit une atteinte à ses propres droits de l'homme. Donc je pense que la majorité aussi peut subir des viols de ses droits au même titre que la minorité. Donc je dirais que, contrairement à M. Cohn-Bendit, que la démocratie doit protéger les minorités, mais elle doit aussi protéger les majorités. Et ça, c'est une problématique qui apparemment lui échappe complètement. Parce qu'en fait, la majorité, elle est soumise au bon vouloir de l'oligarchie dirigeante, qui est une minorité. Il y a des minorités dirigeantes, des minorités qui oppriment les majorités. Et ça, il ne veut pas le voir, évidemment.
justement, l'individu est placé au centre de l'idéologie des droits de l'homme. N'est-ce pas plutôt le culte de l'ego au détriment de la communauté, au détriment du bien commun? Oui, alors moi je dis souvent, j'étais influencé par le philosophe Heidegger de ce point de vue-là, je dis souvent que dans le système de valeurs du monde moderne, que Heidegger appelle le Gestell, après un mot qu'il a forgé un petit peu pour ça, pour besoin de la cause, dans ce monde de valeurs du monde moderne, vous avez 4 valeurs centrales. Vous avez l'ego, vous avez l'argent, parce que par exemple l'argent c'est le seul critère qui vous donne le droit de discriminer quelqu'un. Vous ne pouvez pas créer un club réservé à telle personne de telle couleur ou de tel sexe, etc. Enfin, c'est de plus en plus interdit tout ça. Mais par contre, l'argent, oui, ça c'est un critère. C'est en dessous d'une certaine cotisation, vous ne pourrez pas être membre du club. Ça, vous avez le droit. Donc, on finit par supprimer tous les critères de discrimination, sauf l'argent. C'est dans un but, ça. C'est pour que l'argent domine tout. Ensuite, les masses. Et puis, la quatrième grande valeur du monde moderne, c'est la technique. Alors, la technique, au nom de la technique, effectivement, on doit pouvoir tout faire. Moi, je crois que ce système est extrêmement dangereux et nous mène à un effondrement de la civilisation. C'est un système matérialiste, utilitariste, qui, je dirais, fait appel à ce qu'il y a de plus malsain au sein de l'être humain lui-même. Et c'est très dangereux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il est important pour une démocratie, pour une société libre, d'avoir des références spirituelles historiques. C'est là où je trouve l'exemple de la Russie très intéressant, à mon avis. C'est que je pense que l'État peut être laïque, c'est pas gênant, d'ailleurs c'est le cas en Russie. Mais je pense qu'il faut une collaboration entre l'État et les grandes traditions spirituelles d'un pays, l'église principale d'un pays, pour justement qu'il y ait une armature morale dans ce pays. Parce que sans armature morale, on ne peut pas créer une société saine. Et alors c'est là où je me différencie peut-être de certains courants ultra-laïcaires français. Pour conclure, souhaiteriez-vous répondre à une question que nous n'avons pas posée? Ah, répondre à une question que vous n'avez pas posée. Je vous laisse le choix des conclusions, justement, concernant peut-être le référendum ou le retour à... Est-ce que les problèmes de notre société sont uniquement des problèmes politiques ou est-ce que ce ne sont pas aussi des problèmes philosophiques et religieux, je dirais? Je crois que c'est quand même une vraie question. C'est quand même une vraie question. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais à force d'avoir vécu dans le monde politique, je me rends compte qu'on ne peut pas séparer la politique, de façon absolue en tout cas, on ne peut sûrement pas séparer la politique et le religieux. Je crois que les deux sont liés. Alors évidemment, il ne faut pas que le religieux absorbe le politique, sinon c'est la théocratie, hein, ça c'est l'idéal des islamistes. Bon. Mais si la politique absorbe tout, c'est pas non plus une bonne solution. On a vu ça avec l'Union soviétique. Hein. Donc il faut probablement un équilibre entre ces deux pouvoirs, si je puis dire, ou ces deux forces sociales, qui sont le pouvoir politique matériel, disons, et puis le pouvoir spirituel. C'était autrefois le cas dans toutes les sociétés européennes, elles fonctionnaient comme ça. Avant la Révolution française, c'est comme ça que ça marchait. Bon. Il y a un historien des religions, un grand académicien français qui est mort maintenant, qui s'appelait Georges Dumézil, qui disait que dans les vieilles sociétés indo-européennes traditionnelles, notamment la Grèce antique ou la Rome antique, qui sont des modèles aussi pour la démocratie aujourd'hui, il y avait toujours une fonction souveraine avec deux parties distinctes, mais il y avait quand même deux parties, une partie religieuse et une partie politique. Il y avait toujours les deux. On a retrouvé ça à la Byzance, vous avez le patriarche, vous avez l'empereur, etc. On a retrouvé ça, jusqu'à la Révolution française, pratiquement. C'est récent qu'on ait éliminé complètement le pouvoir religieux. On a éliminé le pouvoir religieux, pensant d'ailleurs qu'il y aurait une meilleure défense des libertés. Et c'est à ce moment-là, au XXe siècle, que se sont déchaînées les pires des dictatures qu'on ait jamais connues. Donc je pense que ce n'est pas un bon raisonnement. Donc je ne plaide pas du tout pour un État clérical, pas du tout, loin de là, mais je pense que ce serait normal qu'il y ait un dialogue régulier entre les gens qui sont préoccupés par la religion, la spiritualité, le sens de la vie et les hommes politiques. Ça ferait du bien, moralement en tout cas, ça ferait du bien aux hommes politiques. Or, le problème des hommes politiques aujourd'hui, c'est pas tellement un manque d'intelligence, je dirais c'est un manque de valeur morale. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, c'est un plaisir.